Vous et votre famille marchez dans la steppe, cette immense étendue couverte d'herbe dans laquelle vous êtes né et avez vécu toute votre vie. Toute votre vie dans les steppes, certes, mais pas toujours au même endroit. D'ailleurs, il est temps d'aller vers de nouveaux horizons. Votre grand troupeau de bovins, de chevaux, de moutons et de chèvres a brouté toute la végétation du coin. Et depuis quelques jours, vous devez les emmener de plus en plus loin du camp. Tout le clan plie les bagages, range les tentes dans les chariots et réattelle les bœufs à ceux-ci. Vous prenez la direction du fleuve le plus proche pour remplir vos poteries d'eau avant de repartir vers la steppe en quête d'un pâturage non exploité par un autre clan. Vous jetez un dernier regard en arrière vers le monticule qui domine le paysage. À l'intérieur de ce kourgan, votre père a été richement enterré la semaine dernière. La vie continue, et dorénavant, c'est votre frère le chef du clan. Bonjour, c'est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast La Dent Bleue, l'histoire des Vikings. Épisode 10, Cowboy nomade, vis ma vie de Yamnaya. Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l'histoire des Vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l'ordre à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesse et de prestige. Cet épisode est le 3e d'une série sur les proto-indo-européens que l'on a identifiés au Yamnaya, un peuple qui a été à l'origine de nombreux traits culturels de la société scandinave de la période viking. Et plus généralement, à l'origine de nombreux traits culturels encore existants dans nos sociétés modernes. Les Yamnaya, dont nous allons décrire le mode de vie dans cet épisode, sont les ancêtres majoritaires des Scandinaves de la période viking. Ce sont pour ces raisons que nous nous attardons particulièrement sur cette population dans le podcast. Après avoir retracé dans l'épisode précédent les événements qui ont amené à l'apparition des Yamnaya, nous allons aujourd'hui tirer le portrait de cette population. Qui sont-ils ? Comment vivaient-ils ? Étaient-ils vraiment les premiers cavaliers de l'histoire ? Les études génétiques sont passionnantes. Alors bon, pas forcément à lire. Je m'endors souvent devant pour être honnête. Mais dans leurs conclusions, elles apportent des réponses que l'on pensait introuvables il y a quelques années. Des réponses à des débats insolubles entre archéologues et linguistes par exemple. Donc, oui, les études récentes de génétique nous aident beaucoup dans notre compréhension de l'histoire et elles sont beaucoup intervenues dans l'épisode précédent. Mais si la génétique peut retracer les migrations des peuples de façon précise, elle est incapable de nous donner les motivations de ces migrations, ni de nous éclairer sur le mode de vie de ces populations, contrairement à l'archéologie qui le peut. Et grâce aux linguistes, qui ont reconstruit une partie du vocabulaire et de la grammaire du proto-indo-européen, nous pouvons savoir quels étaient les mots qui existaient chez ce peuple. Le vocabulaire, comme la grammaire, porte en lui la façon de voir le monde de ses locuteurs. Enfin, la mythologie comparée nous permet de retracer les mythes de ce peuple, des mythes gardés avec eux dans leur migration, des histoires qui nous permettent d'accéder à des éléments du système de valeurs des Yamnaya. Parmi les aspects essentiels du mode de vie des Yamnaya, le cheval tenait un rôle primordial. Les Yamnaya sont souvent décrits comme des bandes de cavaliers violents qui ont envahi le monde à dos de cheval. Leur maîtrise de l'équitation et des raids équestres leur aurait permis d'obtenir un avantage stratégique décisif pour mener à bien leur invasion aux dépens des autres cultures. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors attention, comme le cheval va devenir une part importante de notre histoire à partir de maintenant, autant mettre les choses au clair tout de suite. Vous voyez ce que c'est qu'un cheval, j'imagine. Oui ? Eh bien, effacez cette image. Les chevaux sauvages dont on parle ici n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec ceux que vous trouverez dans votre club d'équitation local. Les races de chevaux que l'on connaît sont pour la plupart apparues à l'époque moderne par sélection et élevage spécifique. Au Moyen Âge, les chevaux de guerre étaient plus petits que les chevaux modernes. Ils étaient plutôt de la taille de double poney, contrairement à ce que l'on voit dans la plupart des films d'époque. Et dans nos steppes, les chevaux sauvages faisaient plutôt la taille de poney,
mais avec un physique beaucoup plus robuste. Il ressemblait un peu à l'unique race de chevaux sauvages existant encore, le Przewalski. À cette époque, de nombreux troupeaux de chevaux sauvages foulaient la steppe pontique, un des rares environnements qui leur était encore favorable. Lors du dernier maximum glaciaire, la majorité de l'Eurasie était recouverte d'une steppe toundra, appelée aussi steppe à mammouth. Cet environnement rempli d'herbes et dépourvu d'arbres est idéal pour les chevaux. Mais il y a une dizaine de milliers d'années, cette steppe a été remplacée un peu partout par des forêts vastes et denses. Des forêts qui se sont peuplées d'espèces plus adaptées à cet environnement. À l'aube de la période Yamnaya, les chevaux ne subsistent presque plus que dans les steppes eurasiennes. Ici, ils ont de vastes espaces ouverts adaptés à leur régime alimentaire et à leur capacité à fuir les prédateurs qu'ils peuvent voir arriver de loin. Mais malgré leur qualité de fuite, ils ne peuvent pas fuir tous les prédateurs. Ces chevaux constituent des cibles de choix pour les chasseurs-cueilleurs locaux qui ont développé des techniques pour les piéger. Le cheval représente environ la moitié de la consommation de viande des chasseurs-cueilleurs des steppes. Puis vers moins 5200, ces chasseurs-cueilleurs deviennent éleveurs, à partir de la période Dniepr-Donetsk que nous avons évoquée dans l'épisode précédent. Éleveurs de bovins, de porcs et de moutons. Mais quelques siècles plus tard, après avoir toujours côtoyé les chevaux en tant que chasseurs, nos éleveurs réussissent à en domestiquer. Domestiquer des chevaux sauvages n'a pas dû être une mince affaire. Mais qui d'autre que cette population pour réussir ça? Ils connaissent le comportement des chevaux après les avoir chassés depuis des millénaires. Et maintenant, ils maîtrisent l'élevage. Le comportement des troupeaux de bovins et de chevaux sauvages n'étant pas si différent, ils avaient les connaissances et les compétences pour mener à bien ce projet innovant. D'autant que l'ajout du cheval à son cheptel présentait plusieurs avantages. Par exemple, les chevaux n'ont pas besoin de fourrage pour l'hiver. Contrairement aux vaches et aux moutons originaires du Proche-Orient, les chevaux savent naturellement que de l'herbe comestible se cache sous d'épaisses couches de neige. Et ils savent déplacer ces couches de neige avec leurs sabots. Les chevaux sont naturellement adaptés au climat des steppes et à ces rudes hivers. Ah, mais on me signale qu'un expert du plateau tient à intervenir sur la question. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. Ok, merci pour l'intervention, mais C'est non. pas de preuves sur ça. Le cheval prend une place importante dans les cultures humaines de la steppe eurasienne. Mais alors, revenons à la question à 1 million. Nos humains des steppes, les Yamnaya ou leurs prédécesseurs, montaient-ils à cheval? Étaient-ce des cavaliers? Eh bien, comme vous vous en doutez, la réponse est plus compliquée que la question. Comme tout changement majeur de l'histoire de l'humanité, l'apparition de l'équitation suscite de nombreux débats, et ceux-ci n'ont pas encore trouvé de consensus. Vous avez l'habitude, je vais vous présenter les différents arguments pour que vous puissiez vous faire votre avis, même si je me suis déjà fait le mien. David Anthony, l'une de mes sources principales, est l'un des fervents défenseurs et promoteurs de la théorie de la pratique de l'équitation par les Yamnaya, et même par leur prédécesseur Srednistog. Faisons le point sur ces arguments. Tout d'abord, l'archéologue démontre des preuves d'équitation dans la steppe kazakh vers moins 3700. Si les arguments qu'il avance pour la domestication du cheval semblent assez solides, l'argumentation pour démontrer la pratique de l'équitation est un peu plus fragile. Son argument principal est la présence, sur plusieurs dents de chevaux, de traces d'usure qui seraient liées à des morts. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode. C'est plutôt convaincant, mais assez léger. L'unique autre argument est le changement d'économie qui se produit chez ce peuple, la culture Botaï, qui se spécialise dans la chasse aux chevaux. D'après lui, leur capacité à chasser tant de chevaux ne s'explique que par le fait qu'ils devaient les chasser en étant montés sur d'autres chevaux. Voilà les arguments pour les steppes kazakhs. Pour équilibrer, il cite également quelques arguments assez pointus en défaveur de la pratique de l'équitation. Quoi qu'il en soit, là, on parle de la steppe kazakh, pas de la steppe pontique, située beaucoup plus à l'ouest. Pourquoi Anthony nous amène-t-il ici? Voici sa démonstration. La steppe kazakh est l'unique endroit
avec des preuves un peu plus tangibles d'équitation dès le 4e millénaire avant notre ère. Mais les voisins de la steppe pontique élevaient des animaux, et probablement des chevaux dans le lot avant ça. Ce sont donc certainement ces voisins éleveurs de la steppe pontique qui ont dû être les premiers cavaliers et qui ont appris ça ensuite aux chasseurs-cueilleurs de la steppe kazakh. Donc, dans la steppe pontique, on maîtrisait l'équitation avant les batailles, donc avant moins 3700, donc les Srednistog étaient des cavaliers. De plus, dans ce millénaire, on retrouverait de plus en plus d'eau de chevaux dans les colonies humaines, ce qui montre un changement dans la relation entre les humains et les chevaux. Et à long terme, il serait très difficile de gérer des troupeaux de chevaux sans être monté à cheval, comme un cow-boy. Autre argument pour David Anthony, les éleveurs de la culture Srednistog se comportaient comme des cavaliers, car ils étaient plus mobiles que leurs prédécesseurs, comme le prouve leur petit cimetière, le fait qu'ils effectuent du commerce à longue distance et qu'ils pratiquaient des raids dans des communautés agricoles. Et donc, l'équitation a démarré dans la steppe pontique avec les Srednistog, prédécesseurs des Yamnaya. Voilà le résumé de ces arguments. Bien que David Anthony soit un archéologue reconnu et brillant, et que j'ai trouvé son ouvrage de 2007 passionnant avec des démonstrations très claires, je crois que vous avez saisi que je ne suis pas convaincu par celle-ci. Alors, pourquoi pas de l'équitation dans la steppe kazakh, bien que les preuves soient légères? Cependant, en affirmant que ces chasseurs kazakhs auraient appris l'équitation des éleveurs de la steppe pontique sans aucune preuve tangible, je trouve qu'ils s'avancent trop. Il n'y a vraiment aucune preuve directe de la pratique de l'équitation dans la steppe pontique. Quoique, dans une publication de 2023, une équipe de chercheurs pense avoir trouvé cette preuve manquante, là où on ne l'attendait pas. Non pas dans les os de chevaux, mais dans ceux des humains qui les auraient montés. Chez 5 individus Yamnaya, ils ont identifié plusieurs pathologies et changements ostéologiques sur leurs hanches et leur dos. Des pathologies et changements qui sont associés à ceux des cavaliers. Banco donc. Et suffisant pour conclure sur le lien de cause à effet? Pas tout à fait, car une publication de 2024 remet complètement en question la méthode utilisée dans la précédente. Voici les arguments. Les modifications observées sur les os humains sont les mêmes que celles que l'on observe chez les cavaliers, certes, mais ce sont également les mêmes que l'on observe chez les personnes qui conduisent des chariots à bœufs. Des chariots qui étaient, eux, clairement attestés archéologiquement dans la culture Yamnaya. La causalité n'a donc pas été prouvée. Retour à la case départ. Et souvent, quand on est bloqué dans des débats sur la préhistoire, qui c'est qui nous vient à la rescousse? Ben non, pas la cavalerie. On veut prouver son existence, justement. La génétique, bien sûr. Rappelons-nous que le cheval moderne est une espèce qui a beaucoup évolué par rapport au cheval sauvage du Paléolithique. Alors, pourrait-on retracer l'origine ou les origines géographiques du cheval moderne et retracer les dates de diffusion dans le reste du monde? Tout à fait, Jamy, car dans une publication de 2021, une équipe de paléogénéticiens a démontré que les chevaux modernes descendent tous d'une espèce de chevaux présente dans la steppe pontique dans les années moins 3000, soit exactement la période de diffusion de la culture Yamnaya en Eurasie. Oh! Et cette espèce issue de la steppe pontique a remplacé la quasi-totalité des autres espèces dans toute l'Eurasie. Oh! Mais ce remplacement a lieu uniquement à partir de moins 2000, ce qui correspond à l'apparition d'une culture des steppes postérieure dont la pratique de l'équitation est, elle, attestée archéologiquement sans l'ombre d'un doute. En résumé, les chevaux modernes sont bien issus de l'espèce domestiquée par les Yamnaya dans la steppe pontique. Mais la diffusion de ces chevaux dans le reste de l'Eurasie à partir de la steppe pontique a eu lieu environ 1000 ans plus tard.
Cette étude réfute donc l'idée d'une expansion massive des Yamnaya grâce à la maîtrise de l'équitation et des raids à dos de chevaux. Les conclusions de l'étude vont plus loin encore. Si les Yamnaya ont emmené des chevaux avec eux dans leur migration, cela a donc été à la marge. Le patrimoine génétique des Yamnaya s'est largement diffusé dans l'Eurasie, mais ce n'est pas le cas de celui de leurs chevaux. Comment conclure ce débat ? Toutes ces études étant assez récentes, il n'y a pas encore consensus au sein des experts. Donc chacun se fera son avis. Voici le mien, qui vaut ce qu'il vaut. On peut imaginer que pour un peuple qui a domestiqué des chevaux depuis des générations, monter dessus était la suite logique. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que les Yamnaya n'étaient pas des cavaliers. Ou alors, si certains ont monté des chevaux, ça devait être marginal et ça n'a pas été un facteur décisif de l'expansion Yamnaya, comme le théorise David Anthony. Mais c'est une autre innovation qui l'a été. Une innovation également liée à la mobilité, les chariots. Les chariots tirés par des bœufs sont apparus en Mésopotamie, autour de l'actuel Irak. La charrue existait déjà, mais là on parle d'un nouveau moyen de transport révolutionnaire. Après la Mésopotamie, les chariots se sont ensuite diffusés au-delà du Caucase, pour atteindre les steppes entre -3500 et -3300. On a de nombreuses preuves archéologiques de chariots associés à la culture Yamnaya. On a notamment une dizaine de cas de chariots accompagnant des enterrements sous des kourganes, le nom donné au mont funéraire Yamnaya. L'espace habitable de ces chariots mesurait environ 1 mètre de large et 2 mètres de long, et les roues mesuraient entre 50 et 80 cm de diamètre. Un des chariots qui a été retrouvé conserve des détails très précis. À l'avant, un siège pour le conducteur. À l'arrière, les passagers et la cargaison étaient couverts par une bâche faite de nattes de roseaux peintes avec des motifs incurvés blancs, rouges et noirs cousus entre eux. Les Yamnaya ont pleinement pris la mesure de cette invention et en ont fait leur mode de vie, le nomadisme. Grâce aux chariots, ils pouvaient transporter en masse de l'eau, de la nourriture et leurs tentes sur de longues distances. Leurs ancêtres étaient confinés autour des lacs et des rivières, ne s'aventurant dans les steppes que pour de brèves chasses aux chevaux sauvages. Mais dorénavant, grâce à leur mode de vie nomade, nos éleveurs peuvent exploiter toute la steppe. Ils peuvent posséder des troupeaux immenses car il n'y a plus de limite à la taille de leur pâturage. La tribu peut s'aventurer loin dans la steppe, monter le camp pour faire paître ses bêtes, dormir dans ses chariots et tentes, puis lever le camp et continuer son chemin. La steppe pontique devient un immense pâturage pour les troupeaux des Yamnaya. L'élevage nomade était la grande innovation des Yamnaya et a transformé l'économie de la steppe pontique. Mais pouvait-il subvenir à tous leurs besoins tout en étant nomade ? Nous verrons plus tard que les raids et le pillage des communautés sédentaires n'étaient pas absents de l'attirail de nos éleveurs nomades. Mais malgré tout, il est possible que les Yamnaya exploitaient eux-mêmes des mines de métaux et qu'ils fabriquaient leurs propres outils et armes. Ils n'étaient pas dépendants des fermiers sédentaires. D'ailleurs, comment sait-on que les Yamnaya étaient nomades ? Déjà, il y a la présence des chariots, mais ce n'est pas tout. À partir de la période Yamnaya, les kourganes, qui sont les monts funéraires des steppes, commencent à apparaître dans la steppe profonde, loin de tout, loin des fleuves où se concentrait la population auparavant. Des kourganes qui sont utilisés, puis abandonnés, puis réutilisés. Et surtout, alors que des villages le long des rivières étaient présents depuis des générations, toute trace de ceux-ci disparaissent lors de la période Yamnaya. Cette absence de village fait partie des preuves du nomadisme des Yamnaya, mais rend plus difficile l'étude archéologique du mode de vie de cette population. Malgré tout, les archéologues ont plein d'informations à nous donner sur ce mode de vie. Par exemple, que celui-ci n'était pas uniforme. À l'est de la steppe pontique, on est plus sur des troupeaux de moutons, alors qu'à l'ouest, dans la région du Dniepr, les éleveurs privilégient les bovins. Ces animaux, quels qu'ils aient été, étaient très importants pour les Yamnaya. Ils étaient le fondement de leur économie, de leur existence. Pour citer David Anthony, ces animaux convertissaient des plaines d'herbes inutiles et hostiles en laine, tissu, toile de tente, lait, yaourt, fromage, viande, moelles et eau. Les fondements de la vie
et de la richesse de ces éleveurs. Ces animaux représentaient la richesse et le statut social des familles. La taille des troupeaux peut varier rapidement. Avec un peu de chance et de bonne gestion, une famille pouvait rapidement faire grossir son troupeau. Mais en cas de mauvais temps ou de vol, le troupeau pouvait décliner tout aussi rapidement. Une économie basée sur l'élevage est plus volatile qu'une économie basée sur la cultivation. La richesse peut se faire et se défaire plus rapidement. Les linguistes nous permettent également d'en savoir plus sur le mode de vie des Yamnaya, grâce à la reconstruction du lexique proto-indo-européen à partir des langues indo-européennes modernes et anciennes. Voici tout ce que ce lexique nous apprend. On sait par exemple que les Yamnaya avaient des mots signifiant cheval, taureau, vache, bœuf, bélier, brebis, agneau, porc et porcelet, ce qui confirme leur condition d'éleveurs. Ils avaient également de nombreux termes très détaillés concernant les produits laitiers. Leur vocabulaire nous apprend que des chiens les accompagnaient, probablement pour mener leur bétail. Ils tondaient la laine et l'utilisaient pour tisser. Ils connaissaient l'arère tiré par des bœufs, cette sorte d'ancêtre de la charrue dont nous avons longtemps parlé dans l'épisode 6, Néolithic Startup Nation. Mais s'ils avaient un mot pour désigner l'engin, cela ne veut pas forcément dire qu'ils l'utilisaient. Cela pouvait potentiellement être pour désigner les arères utilisées par les communautés de fermiers avec qui ils commerçaient. Les céréales ne leur sont en tout cas pas inconnues. Les Yamnaya distinguaient l'ivraie du grain. Ils transformaient ce grain en farine en le broyant à l'aide d'un pilon. Leurs aliments étaient cuits dans des chaudrons en argile. Et leurs biens étaient divisés en deux catégories, immobilier et mobilier. La racine du terme désignant les biens mobiliers, principalement les troupeaux, est pécu, qui a ensuite donné le mot pécuniaire. Fascinant ce que la linguistique peut nous apporter à la compréhension de la mentalité de ce peuple. Mais pour connaître la répartition de leur régime alimentaire, l'archéologie et les analyses isotopiques sont nos meilleurs alliés. À l'époque Srednistog, celle qui précède l'émergence des Yamnaya, la part de chevaux dans l'alimentation était généralement très importante. Pour le reste, la répartition diffère selon les régions de la steppe. Proche des rivières, on consomme plus de poissons. Dans le sud-ouest, les moutons et chèvres sont les animaux les plus représentés en nombre. Dans le nord, dans la steppe boisée, la chasse aux cerfs complète l'élevage. Pour les Yamnaya, c'est plus compliqué. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont devenus nomades avec leurs chariots et n'ont donc pas de village. Les seules traces archéologiques qu'ils nous ont laissées sont dans les Kourganes. En termes de nombre d'animaux identifiés par leurs os, on retrouve 2/3 d'os de moutons et chèvres, suivis dans cet ordre par les bovins, les chevaux et les chiens. Difficile d'interpréter cette information sur la composition de leur régime alimentaire. D'une part, car la quantité de viande par individu est bien différente selon les espèces. Et d'autre part, car on ne peut pas savoir si la répartition des animaux sacrifiés lors des enterrements était représentative de leur régime quotidien. Mais globalement, on peut déduire un régime alimentaire composé de viande, de lait, de yaourt, de fromage, de soupe de légumes sauvages et peut-être d'un peu de céréales. Et en bonus, du miel et de l'hydromel. Bien que l'on n'ait pas de traces archéologiques de la consommation de miel et d'hydromel par les Yamnaya, ces deux mots ont été reconstruits en proto-indo-européen, respectivement mélite pour miel et médu pour hydromel, ce qui a donné mead en anglais. La linguistique nous prouve donc la connaissance du miel et de l'hydromel dans cette culture. Mais revenons un peu sur le lait et les produits laitiers, car ceux-ci ont eu une importance considérable dans le succès des Yamnaya. Et oui, vous ne l'aviez pas vu venir celle-ci. Quand j'évoquais dans l'épisode précédent des innovations décisives, vous imaginiez peut-être qu'ils étaient devenus les boss grâce à la fabrication d'armes secrètes ou grâce à la cavalerie. A priori, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. un peu d'explication. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on tient pour acquis la capacité à consommer du lait animal. La tolérance au lactose chez les adultes est considérée comme la norme chez nous. Mais c'est une mutation très récente dans la longue histoire de l'humanité. Pour en prendre la mesure, commençons par comprendre comment fonctionne la transformation du lactose. Le lactose est un sucre présent dans le lait des mammifères.
Les bébés sont naturellement capables de digérer le lactose grâce à une enzyme appelée lactase. La lactase est sécrétée dans l'intestin grêle et permet de transformer le lactose en d'autres sucres, notamment le glucose, qui est ensuite absorbé par l'organisme. Pour tous les mammifères, la sécrétion de lactase diminue à partir du sevrage du lait maternel. Chez l'enfant humain, ce sevrage naturel se produit entre 3 et 5 ans. Sans lactase, le corps ne peut plus digérer correctement le lactose et ne peut donc plus vraiment se nourrir de lait. Cette intolérance au lactose se manifeste par tout un tas de troubles digestifs qui vont du au en passant par le Bon, je crois que vous avez compris le concept. Jusqu'au Paléolithique, les humains étaient logés à la même enseigne que les autres mammifères sur cette intolérance au lactose après le sevrage. Puis vient le Néolithique et les débuts de l'élevage au Proche-Orient. Les humains commencent alors à consommer du lait animal. Car oui, il est possible de digérer du lait tout en étant intolérant au lactose. Du fait de la diminution de la sécrétion de lactase, on ne peut pas correctement digérer le lactose. Mais si on trouvait une solution pour éliminer, ou du moins diminuer le lactose avant l'ingestion, ça changerait tout. Et c'est exactement ce qu'il se passe lors de la fermentation du lait. Lors de la transformation du lait en yaourt, en fromage, en petit lait, en faisselle ou en lait fermenté, aigre ou caillé, le lactose est partiellement éliminé et le produit laitier devient toléré par le corps humain. Lors de cette fermentation, des bactéries digèrent alors le lactose à notre place. Nos ancêtres ont découvert comment consommer le lait de leurs animaux grâce à la fermentation. La preuve archéologique la plus ancienne de la consommation de lait animal fermenté date des années -6000 au Proche-Orient. Mais plus tard, une mutation génétique apparaît chez quelques individus dans une population d'éleveurs. Une mutation qui permet ce qu'on appelle la persistance de la lactase à l'âge adulte. Le corps continue de sécréter cette enzyme après le sevrage et reste donc capable de consommer du lait cru. Cette mutation permettant la tolérance au lactose s'est ensuite transmise à leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Mais cette tolérance au lactose n'est pas uniformément répartie dans l'espèce humaine. En réalité, seuls 25% de la population mondiale est tolérante au lactose, principalement dans les populations issues d'Europe, du Moyen-Orient ou de l'Afrique de l'Ouest. Mais où cette mutation est-elle apparue? Et pourquoi est-elle devenue extrêmement majoritaire en Europe? À votre avis? Eh bien, d'après les études génétiques, c'est dans la steppe pontique, chez les Yamnaya, que semble apparaître la tolérance au lactose, et ce sont eux qui ont transmis ces gènes à la majorité des Européens modernes. Pour les Yamnaya, cette faculté à digérer le lait se révèle très pratique à ceux qui la possèdent. Elle leur apporte un avantage qui accroît leurs chances de survie, de se reproduire et de transmettre cette mutation à leur descendance. C'est par cette sélection positive que l'on explique comment une mutation devient majoritaire dans une population. La consommation de lait et de produits laitiers était en effet un des aspects primordiaux du mode de vie des Yamnaya. En adoptant un mode de vie nomade, ces éleveurs ne pouvaient pas se reposer sur la culture des céréales comme les populations fermières. Et en plus, leur environnement était la steppe pontique, un habitat hostile et peu fertile. Certes, la chasse aux chevaux sauvages faisait partie des activités. Mais on peut imaginer que c'était une source d'alimentation incertaine et très dépendante des aléas. Et une source d'alimentation beaucoup plus aléatoire que celle des pêcheurs du littoral scandinave lors du Mésolithique, par exemple. Non, l'économie des Yamnaya n'était ni fondée sur la culture des céréales, ni sur la chasse ou la pêche. Elle était fondée sur l'élevage. L'élevage permet à nos nomades d'avoir un stock de nourriture sur 4 pattes qu'ils peuvent transporter avec eux. Mais quand on tape dans le stock, on le fait diminuer. Or, si en plus d'être un stock de nourriture, on utilise ces animaux adultes pour produire de la nourriture supplémentaire, alors on a une source d'alimentation inépuisable et mobile. Les vaches, juments, brebis et chèvres transforment l'herbe des steppes en lait qui peut nourrir toute la tribu. Les Yamnaya n'ont pas été les premiers humains à inventer la consommation de produits laitiers. On a des preuves de cette consommation en Anatolie environ 3000 ans avant l'apparition des Yamnaya.
Mais ils ont probablement étendu cette industrie laitière à un tout autre niveau en termes d'importance. La production laitière est complètement adaptée à leur nouveau mode de vie nomade et a pu jouer un rôle important dans l'explosion démographique de ces éleveurs des steppes. Dans le lexique proto-indo-européen, on retrouve un champ lexical du lait très riche. Lait caillé, petit lait aigre, traire. Cela montre l'importance du lait dans la société Yamnaya. Mais une alimentation trop riche en lait pendant l'enfance peut aussi mener à de l'anémie. Et on observe justement des symptômes d'anémie sur des os de Yamnaya. Une autre preuve de l'importance du lait chez les proto-indo-européens se situe dans leurs dents, ou plus précisément dans le tartre de leurs dents. Dans une publication de 2021, des chercheurs démontrent la présence de protéines de lait, notamment de jument, dans le tartre dentaire des Yamnaya. Cette étude confirme à la fois la consommation de lait et la domestication du cheval par les Yamnaya. Et ouais, j'espère que vous penserez à ça lors de votre prochain détartrage chez le dentiste. Bon allez, je te laisse, j'ai toujours morceau de viande coincé entre les chicots, là. J'ai rendez-vous chez le mécano à 16h. À propos de Chico, on noterait que les Yamnaya n'avaient aucune carie dans les leurs. Les caries sont favorisées par la consommation de céréales et touchent donc les fermiers du néolithique, mais pas les chasseurs-cueilleurs. Si les Yamnaya consommaient des céréales, c'était complètement marginal par rapport à la viande, aux produits laitiers et à quelques végétaux sauvages. Cette consommation de lait a-t-elle permis aux Yamnaya de grandir, génération après génération, leur donnant un avantage physique? D'ailleurs, à quoi ressemblaient ces individus? Quelle était l'organisation de leur famille, de leur société? Y avait-il des chefs, des rois, une hiérarchie guerrière? Quelles étaient leurs croyances et leurs rituels? Vous découvrirez tout ça dans la suite de La Dent Bleue. Mais avant la suite, je vous propose un épisode FAQ. Comme je vous l'annonçais à la fin de l'épisode précédent, le prochain épisode sera une foire aux questions, pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez poser en rapport avec La Dent Bleue. Des questions sur le projet et le plan du podcast, sur la façon dont j'effectue mes recherches, des demandes de précision sur des épisodes, des questions sur la période viking. Tout ce que vous souhaitez, j'y répondrai avec plaisir dans les prochaines semaines. J'ai déjà reçu un certain nombre de questions, mais je vous invite à en envoyer encore. Vous pouvez me les communiquer en message privé sur les réseaux sociaux ou les écrire en commentaire sur Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, sur la communauté WhatsApp du podcast ou par mail à maxime@ladentbleu.fr. Tous les liens sont sur le site du podcast, ladentbleu.fr, et aussi en description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast. Merci à tous pour vos commentaires et comme d'habitude maintenant, en voici un, celui de Dunalk qui a commenté sur YouTube. Incroyable de travail comme toujours, bravo Max, j'ai toujours bien aimé l'histoire et là je découvre que les connaissances ne font que s'approfondir avec le temps et qu'on en sait de plus en plus. Merci pour ton travail. Merci Dunalk, ce commentaire me touche beaucoup car c'est l'essence même du projet et de ce que j'essaie de véhiculer à travers La Dent Bleue. Raconter une histoire tout en comprenant comment on la connaît. C'était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l'histoire des Vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt. Comment ça, mes chicots? Non, c'est mes vrais, pourquoi?